Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépendra de l'heure à laquelle vous nous suivrez. Très heureuse de vous retrouver une fois de plus aujourd'hui pour un nouveau numéro de Mon Opinion avec Maître Rodrigue du parti L'Envol, à qui je vais dire bonjour. Bonjour madame. Voilà, très heureuse de vous avoir encore une fois de plus sur ce plateau pour d'autres informations sur votre parti, mais aussi quelques questions d'actualité de l'heure. Et pendant une vingtaine de minutes, nous allons échanger comme cela. J'espère que vous allez bien et que les partis également. On tient le coup, l'Envol se porte très bien. Nous venons de notre bureau politique. Le bureau politique s'est tenu au centre Nganda ici à Kinshasa du 14 au 16 octobre dernier. Et plusieurs résolutions sont sorties de ce bureau politique. Nous avons reçu plus de 40 délégations venues de l'intérieur du pays, mais aussi de l'extérieur du pays. Nous avons discuté sur les questions de politique publique du pays. Nous avons aussi donné de nouvelles orientations sur le fonctionnement du parti Envol. Et nous avons projeté les prochains congrès du parti pour l'année prochaine dans la province de la Tchopo, précisément à Kisangani. Nous y serons. Et l'Envol se porte très bien. Voilà, une petite question de curiosité avant de continuer. L'Envol est encore dans l'opposition, il se situe où actuellement? Vous savez, on a quitté la majorité, l'Union sacrée, depuis le 30 octobre 2021. Okay. Je crois que très bientôt, nous allons entamer notre première année pleine en dehors des institutions de la République. Parce que la manière de fonctionner de l'Union sacrée, qui devait susciter un espoir, apporte plus de désolation que l'espoir que notre peuple attendait. Après l'Union sacrée, aujourd'hui, le peuple est déchanté au regard de la mauvaise gouvernance, le recul de la démocratie et tant de tares que nous avions combattu à l'époque de Kabila. Malheureusement, aujourd'hui, Félix Tshisekedi et son groupuscule de l'Union sacrée ont décidé de réécrire l'histoire de ce pays au passé. Nous, on a estimé que nos convictions ne nous permettaient pas nos convictions ne nous permettaient pas de nous résigner. Nous nous sommes dit, nous allons avancer, mais en quittant le pouvoir, on a abandonné ministres et députés qui ont choisi d'y rester. Mais l'Envol, comme institution, a choisi d'être dans l'opposition aux côtés du peuple pour militer, pour améliorer tant notre démocratie, les conditions sociales de notre peuple, mais aussi jeter de vraies bases pour la stabilité de la situation sécuritaire à l'est du pays. Ok, mais actuellement, vous parlez de la réduction de train de vie des institutions. On aimerait d'abord savoir, c'est quoi pour vous une réduction de train de vie par rapport aux institutions en République démocratique du Congo? Et en même temps, pourquoi vous vous faites porter-étendard de ce combat que vous débutez même? D'abord, madame, nous nous faisons porter-étendard de ce combat parce que nous avons commencé ces combats depuis 2019. Donc, dès le seuil de cette mandature de Félix Tshisekedi, nous, on a commencé à parler réduction de train de vie de l'État. C'est fort de notre expérience aussi, politique au sein des institutions du pays. Vous n'oublierez pas que l'honorable Sessanga est député depuis 2006. Donc, nous avons une idée sur le fonctionnement de la République. Et nous avons, après analyse de plusieurs rapports de reddition de comptes, nous avons constaté que la tendance dépensière de l'État était à un niveau inacceptable. On tire comme conclusion, après plusieurs analyses, que l'État consomme 80% du budget national et ne laisse qu'à d'autres secteurs, donc en faveur de notre peuple, 20%. Alors que lorsque vous regardez au niveau de l'État, au niveau des institutions, c'est une affaire de 3000 et quelques personnes qui engloutissent une grande partie de notre budget et ne laissent qu'à plus de 100 millions de Congolais, 20%. Et au regard de ça, nous avions dit non. Il faut changer la tendance dépensière de l'État, le revoir à la baisse, afin de promouvoir et de permettre de projets de développement soient mis en mouvement et permettre ce que nous, en Envol, nous appelons la transformation sociale. C'est une vision que nous menons, c'est un combat que nous avons commencé. En réalité, ce combat est un programme de politique publique que nous portons. Un programme de politique publique qui est structurel et non conjoncturel, parce qu'aujourd'hui, lorsque je vois les gens en parler, notamment le président de la République et tant d'autres acteurs politiques qui en parlent aujourd'hui, parce que nous on a commencé à en parler
depuis 2019, ils en parlent comme s'il s'agissait d'une question de politique publique conjoncturelle. Pour trouver des solutions à des problèmes conjoncturels, il faut réduire le train de vie de l'État. Mais nous, c'est structurel, qui doit toucher tous les compartiments de l'État. Nous avons de ressources qui sont insignifiantes au regard de notre densité, au regard de notre espace. Nos ressources sont insignifiantes. Mais la première des choses, il faut commencer à bien gérer ces ressources. Une gestion parcimonieuse de nos finances publiques, dans le cadre de la réduction du train de vie de l'État, permettra, dans une certaine mesure, enclencher certains programmes de développement qui aujourd'hui sont à l'arrêt, qui pour d'autres ne fonctionnent pas. Simplement parce que les finances publiques de notre pays est mal gérées. Et c'est dans ce cadre, madame, que moi, j'ai décidé, comme acteur politique et membre du parti En Vol, commencer l'application d'une des résolutions de notre bureau politique, c'est celui de la sensibilisation sur la question de la réduction de train de vie de l'État. Pourquoi? Parce que de plus en plus, En Vol, nous nous rendons compte que nous sommes très mal compris. Même dans les institutions, nous sommes très mal compris. Même dans la classe politique, moi je participe dans plusieurs débats télévisés avec des acteurs politiques du pays, nous avons souvent comme l'impression qu'entre nous les politiques, on n'arrive pas à émettre sur les mêmes idées. Raison pour laquelle nous avons estimé qu'il était important d'apporter ces débats, de quitter les chantiers battus pour aller vers la population, pour lui expliquer, l'amener dans ce débat. C'est un débat des sociétés, un débat de développement qui concerne en réalité notre peuple. Ce n'est pas un débat de politique. Les politiques, surtout ceux qui sont au pouvoir, n'acceptent pas ces débats parce que c'est un débat qui réduit en fait les ressources, le revenu de ceux qui ont l'habitude de vivre dans la gabegie et dans les excès des dépenses. Et ce débat est en réalité un débat de la population. Nous l'avons amené vers la population et moi, dans ma commune, dans ma circonscription de la Funa, j'ai décidé de lancer cette initiative étant qu'un des leaders du coin pour que notre peuple, pour que la population s'imprègne de l'intérêt qu'il y a pour réduire le train de vie de l'État. Donc nous avons déplacé ces débats des institutions, de plateaux de télévision pour l'amener vers le peuple, pour que le peuple lui-même, souverain primaire, en décide. Ça, c'est la première phase que je commençais. Il y aura une deuxième phase. La deuxième phase, sera pour la collecte de signatures en vue d'une pétition qui sera déposée dans les différentes institutions pour démontrer à ceux qui gouvernent aujourd'hui que la réduction de train de vie de l'État vient de prendre l'engagement du peuple, l'engagement de la population qui décide, qui demande, qui exige d'ailleurs aux gouvernants de réduire le train de vie de l'État. Puisque vous étiez déjà sur terrain et que vous avez abordé certaines personnes par rapport à cette question, comment est-ce que la population vous a reçu et a reçu aussi votre initiative? Les images sont là, les images sont éloquentes. La population a reçu cette initiative à bras ouverts. Et moi, j'étais très étonné que notre population s'était déjà approprié cette question sur notamment tous ces scandales qu'il y a autour des animateurs des institutions qui, pour d'autres à l'Assemblée nationale, touchent par mois une affaire de 800 000 $, des scandales comme ça. Et les députés nationaux qui sont aujourd'hui à 21 000 $, ils ont quitté de 13 000 à 21 000 $, les ministres n'en parlent pas. J'ai senti une population prête à en finir avec un pouvoir qui les a déçus. Parce qu'en réalité, ce qu'il faut dire, après ces tournées que j'ai eues dans ma commune, j'ai constaté même auprès de dames qui vendent dans nos marchés, de receveurs, de nos amis motards, communément appelés Wewa, ils sont en fait déçus du gaspillage que Félix Tshisekedi a fait de l'alternance démocratique qui était en fait porteur d'espoir. Vous savez, notre peuple a accepté de voir sa volonté être détournée dans la mesure où c'était l'opposition qui était venue aux commandes. Et notre peuple avait cru à ce changement. Et aujourd'hui, après échange, notre peuple a constaté simplement que l'alternance était gaspillée, que l'alternance aujourd'hui, avec Félix Tshisekedi, était porteur de germes de désespoir et d'abandon.
Et aujourd'hui, notre peuple a décidé de porter notamment la question sur la réduction du train de vie de l'État parce qu'il comprend qu'en réalité, le jour où les institutions de la République, le jour où l'État congolais ne va consommer que 20% du budget, le 80% restant, si ce 80% est injecté dans des secteurs producteurs de richesse, cela sera aussi la transformation de sa vie. Et j'étais très ému de constater que notre peuple était aussi mature jusqu'à ce niveau, de comprendre son intérêt était où. D'où ma motivation de continuer ces combats, ma motivation de continuer d'éclairer la lanterne de ceux qui ne voient pas encore. Nous allons continuer ces combats, chemin faisant, avec le peuple. J'espère que nous allons arriver au bout de cette lutte. Parce que ce n'est pas une lutte de l'envol ni de l'honorable Sesanga seul, encore moins de Rodrigue Ramazani. C'est un combat que nous menons pour le peuple, pour son intérêt personnel. Et je crois que notre population m'a fasciné. Et je tiens à le remercier partout où ils m'ont reçu. Sans oublier que c'est déjà une culture, nous pensons que vous allez mener à bien ce combat. Il y a déjà un budget énorme qui a été déposé à l'Assemblée nationale. Et vous pensez que ce sera plus facile pour vous de mener ces combats jusqu'à la fin, avec ce budget qui vient une fois de plus d'être déposé à l'Assemblée nationale? Le budget est une prévision. J'aurais appris que le gouvernement a décidé de suivre la voie de la raison par l'instruction du président de la République, parce qu'il faut rappeler aux Congolais que le président de la République lui-même avait promis aux députés l'augmentation de leur situation, de leur traitement. À l'époque où nous, on parlait déjà réduction de train de vie de l'État, c'était une façon de nous dire, nous, à l'envol, et c'est ça que votre façon de voir les choses n'est pas le mien. Mais aujourd'hui, qu'il revient à la raison. Parce que la réalité des gestions est tellement implacable et incontournable que vous serez obligé de revenir vers la raison. Aujourd'hui, le chef de l'État et son gouvernement ont décidé de revenir à la raison pour revoir à la baisse le train de vie des institutions, qui en réalité est une première phase dans un grand programme de politique publique qui est la réduction du train de vie de l'État. La réduction du train de vie des institutions, parce que c'est important quand même de l'expliquer aux Congolais, nous avons un programme de politique publique, nous l'envol, que nous menons depuis 2019 sur la réduction du train de vie de l'État. Dans ce programme de la réduction du train de vie de l'État qui a 3 phases, nous avons une première phase qui est la réduction du train de vie des institutions de la République. Après, il y a les réengagements et ainsi de suite pour l'accompagnement de ce programme jusqu'à la fin. Et d'ailleurs, l'envol avait sorti l'année passée, je crois au mois d'octobre toujours, nous avions sorti les plans de la réduction du train de vie des institutions qui permettent en fait à l'État d'économiser plus de 1 milliard de dollars si seulement si l'État décidait de réduire le train de vie, parce que la présidence est d'ailleurs le mammouth financier de l'État, c'est lui qui est le mauvais élève de la République en termes de dépassement budgétaire. Aujourd'hui, comme le gouvernement a décidé de revenir à la raison, nous tenons à le constater, mais seulement, comme je l'ai dit dans votre émission tout à l'heure, qu'il est fond pour des besoins de conjoncture. Mais aussi, on se pose la question, il y a une prévision, nous estimons que l'Assemblée nationale va y adhérer et nous allons évoluer, mais est-ce que dans l'applicabilité, nos amis vont suivre? Parce qu'il y a plusieurs rapports. Déjà, nous constatons qu'à chaque fois que le budget de l'État augmente, les dépenses des institutions augmentent fois 10. Aujourd'hui, vous savez, au premier semestre de l'année, la Banque centrale nous dit que toutes les institutions de la République ont fini leur budget alloué au fonctionnement. Mais là, ils sont en train de vivre en plein dépassement budgétaire. La réduction de compte de cette année est scandaleuse. Même la rubrique sur les rémunérations, qui est censée être une rubrique assez fixe, parce que les rémunérations sont connues, cette rubrique aussi est dans des dépassements de 450%. C'est inacceptable. On ne peut pas justifier ça. Mais parce que nous devons y aller. Nous ne sommes pas des personnes qui ne croient pas à l'action. Nous mettons notre foi à l'action. Nous espérons que nos amis du pouvoir aujourd'hui vont comprendre l'intérêt qu'il y a à améliorer les conditions de notre peuple par la réduction du train de vie de l'État. Nous allons y regarder. Nous continuons à sensibiliser notre peuple pour arriver à ce fin. Voilà. Et l'honorable Delis Sesanga a récemment dévoilé, au fait, puisque son combat est celui de la réduction de train de vie des institutions, il a dévoilé les salaires de certains des honorables, si on peut le dire. Où en est le dossier, puisqu'il devait être aussi interpellé pour ramener des preuves par rapport à ce qu'il a dit. Où en est le dossier? Déjà, au lendemain de la mise en place de la commission spéciale
pour entendre l'honorable Sesanga sur cette question. Il n'y a pas seulement l'honorable Sesanga, il y a aussi l'honorable Kassekwa. Les attendre sur cette question. L'honorable Sesanga a dit qu'il était serein, qu'il était prêt à répondre à toute commission, mais il attendait qu'il soit convoqué. Et le parti en vol, par une déclaration, avait demandé que, par le biais de son secrétaire général, avait demandé que cette audition soit une audition publique, n'est-ce pas, pour que le peuple congolais, parce qu'il s'agit des finances publiques, soit informé de la manière dont nous utilisons, le gouvernement utilise l'argent du contribuable. Parce que lorsque nous on a commencé à mener les combats sur la réduction de train de vie de l'État, beaucoup nous ont traités de populistes. Pour nous, cette commission nous donne l'opportunité de démontrer aux Congolais que nous ne sommes pas populistes. Nous sommes en réalité des personnes convaincues d'une démarche pour la transformation de la vie de nos concitoyens. C'est ça notre démarche. Donc l'honorable Sesanga Envol, nous sommes prêts à affronter cette commission. J'aurais appris que la commission était installée. Ils avaient 5 jours. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 5 jours. À ce niveau, sur l'état de la procédure, il n'y a aucune convocation qui a été envoyée à l'honorable Sesanga. Mais par contre, nous sommes le parti le plus malheureux. Nous, on attend cette commission. Nous avons les éléments de preuve à donner à la commission et à donner à la presse. Parce qu'il faut mettre ces informations sur la place publique, parce que les Congolais, conformément à notre constitution, ils ont droit à l'information. Nous attendons la commission, qui malheureusement, jusqu'aujourd'hui, la commission avait 5 jours, la commission n'a jamais siégé, la commission n'a jamais interpellé l'honorable Sesanga. Moi, je peux vous garantir que nous avons le pincement au cœur. Nous, on veut parler à notre peuple. On veut transmettre cette information à notre population. Maintenant, c'est ce qui démontre que nos amis qui sont au pouvoir, ne prennent pas la mesure de la chose. Nous combattons pour le peuple. Nous nous battons pour le peuple. Ils sont en train de personnaliser un débat de société, un débat qui doit transformer la vie des Congolais. Nous insistons que nous voulons cette commission. Ce n'est pas nous qui avons installé ni institué cette commission. Nous la voulons. Nous voulons nous présenter devant la commission, mais aussi devant notre peuple, pour lui expliquer comment les choses fonctionnent. Mais bon, apparemment, le président Bosso n'est pas prêt à assumer la débâcle qui va venir, qui viendra après. Nous, l'envol, je cesse de le dire, jusqu'aujourd'hui, nous attendons la convocation de l'honorable Sesanga pour qu'il soit devant la commission, mais pas seulement la commission, mais aussi devant le peuple. Voilà, espérons qu'il y aura un jour pour l'honorable Sesanga. Mais il y a quelques semaines, il y a eu une motion de défiance contre le ministre Chéribin Okende qui a été rejetée. À ce stade, est-ce que nous pouvons dire que la majorité a réellement changé ou c'est juste tout simplement un jeu ou un réel politique? En fait, d'abord, c'est que le Congolais doivent retenir, nous on était contre cette motion de défiance parce que ça ne répondait à aucune logique. Lorsque vous lisez l'acte d'accusation du ministre de Transport, Chéribin Okende, cet acte portait des accusations transversales qui touchaient le ministère du Budget, qui touchaient plusieurs ministères au même moment, qui touchaient le ministère de Finances, qui touchaient les compétences du Premier ministre. En principe, cet acte devait en effet être une motion de censure contre le gouvernement, pas une motion de défiance. Parce que les accusations étaient transversales. Ça ne touchait pas que le transport, ça touchait plusieurs secteurs. Conséquence, il fallait remettre en cause l'action du gouvernement pour que l'action du gouvernement soit sanctionnée. Raison pour laquelle l'honorable Sesanga, dans toute logique, parce que nous faisons une opposition républicaine, donc une opposition responsable, pas une opposition radicale qui a apporté des désolations dans le pays, la perte de biens matériels de nos concitoyens privés, la destruction, les pillages des entreprises publiques et aujourd'hui les Congolais sont au chômage. Nous, notre opposition, au contraire, pour certaines voix qui pensent que c'est une opposition faible, non, c'est une opposition rationnelle et républicaine qui doit se faire dans le règle. Dans le cadre de règles, nous nous sommes dit, peu importe que nous sommes de l'opposition, ce qui est fait en dehors du règle, nous sommes censés nous y opposer, même si c'est fait contre le gouvernement. Ce n'est pas le fait d'être opposant que nous devons accepter qu'une injustice passe parce qu'il s'agit du gouvernement. Nous nous sommes résistés à ça, nous avons demandé aux porteurs de ces motions de le transformer plutôt à une motion de censure. Maintenant, lorsque vous apportez une motion, il doit être sanctionné par un vote. L'Assemblée doit voter. Le débat a eu lieu.
les députés ont donné leur avis, il fallait finalement arriver au vote. Les présidents de l'Assemblée nationale, sachant que la majorité aujourd'hui est fragile, pour ne pas étaler la faiblesse de sa majorité, il a préféré éviter la question pour ne pas l'amener au vote. Ça ne se justifie pas. Une motion de censure, une motion de défiance doit tirer pour conséquence le choix que les députés devaient donner à cette motion. Mais aujourd'hui, tout est à croire qu'au sein de l'Union sacrée, il y a une fragilité inexplicable. Tous ceux qui y sont pour les intérêts, comme le disait Nketolombo, qui est la politique de certains acteurs politiques ont la logique tournée vers l'estomac. Voilà, il y a eu une mise en place récemment dans l'armée de FARDC. Vous pensez que c'est une solution pour les problèmes de l'Est? Vous savez, la mise en place à l'armée est une bonne chose dans la mesure où on ne peut pas avoir des officiers qui se sont transformés en chefs coutumiers. Ils sont restés dans de fonctions 2 années durant. Les changements à la tête de l'armée, dans des fonctions, de fonctions de commandement, et doit toujours être vu sous un bon œil. C'est très bien. Parce que ça permet aussi les changements et d'apporter des nouvelles énergies. Moi, je salue ces changements, c'est très bien, les décisions prises par le président de la République, parce que nous aussi, on le demandait depuis 2019, parce que généralement, l'envol, on est très mal compris, parce qu'on a un sens très élevé de l'anticipation de la vie politique du pays. On a demandé les changements à la chaîne du commandement. Comme le président de la République, il revient 4 ans après, presque à la fin de son mandat, c'est quand même quelque chose à constater, mais cependant, le problème de l'armée est plus profond. Le problème est très profond parce qu'il ne suffit pas de changer les commandements, mais encore, il faut donner de la logistique à l'armée pour bien mener les opérations sur terrain, sur le théâtre des opérations, à bien mener les hostilités avec l'ennemi. Encore qu'il faut reformer notre armée, il y a plusieurs questions qui doivent se poser. Vous savez, lorsque vous regardez l'histoire de notre système de défense, vous vous rendrez compte, par exemple, que nous avons connu plusieurs chefs d'État qui étaient de militaires. Vous avez par exemple le président Mobutu, Joseph Désiré Mobutu, qui était lui aussi un militaire et qui maîtrisait un peu des questions de commandement militaire, raison pour laquelle il s'est définissé comme un commandant suprême. Pratiquement, il s'est confondé. Je crois que commandant suprême et chef d'état-major lui-même. Il voulait continuer à contrôler notre système de défense et ça a bien marché parce qu'il maîtrisait la question de l'armée. Vous avez eu ensuite Laurent Désiré Kabila qui a fonctionné sur ces mêmes registres. Vous avez eu aussi Joseph Kabila qui maîtrisait la question de l'armée, ou même jusqu'aujourd'hui, il y a cette confusion entre la maison militaire du chef de l'État et l'état-major général. Par moment, la maison militaire du chef de l'État se transforme en état-major et il y a ces méli-mélos. Et aujourd'hui, vous avez Félix Tshisekedi qui, malheureusement, n'est pas un militaire, il n'a pas beaucoup d'expérience sur ces, et il se pose directement une question de fond entre la limite où le politique intervient dans le système de défense sur des questions opérationnelles, bien que dit par la Constitution commandant suprême de l'armée, il faut qu'on puisse définir clairement des limites. À quel moment le politique se limite et à quel moment l'armée continue à prendre et rester une armée républicaine pour défendre notre intégrité du territoire, notre indépendance, mais aussi notre souveraineté. Il y a toutes ces questions techniques qui entrent en jeu en termes de réforme de l'armée. C'est pourquoi je dis que la question de l'armée est une question très profonde. Regardez encore une deuxième question. Vous allez remarquer, avec les différents présidents de la République, à part Mobutu par exemple, il avait les forces armées aérophase. Et après, de l'autre côté, il avait une unité spécialisée qu'on appelait DSP. Et les DSP étaient plus outillés, plus structurés que le FAS. Pourquoi? Parce que le chef de l'État, Mobutu à l'époque, avait peur d'un éventuel coup d'État qui pouvait venir de ses officiers. D'où il s'est donné plus au DSP. Après, vous avez eu Mosé Kabila qui arrive. Il y avait les FARC, mais après, il y avait les Kadogo, une ceinture très proche de lui qui lui permettait d'éviter l'éventuel coup d'État. Vous avez aussi Joseph Kabila qui avait le FARDC, mais de l'autre côté, il avait une unité spécialisée, bien outillée, bien équipée,
que les FARDC, bien traité d'ailleurs que le FARDC. Vous avez aujourd'hui Félix Tshisekedi. Il y a le FARDC, mais de l'autre côté, il a encore une unité très spécialisée, je ne sais pas qui vient d'où, qu'on appelle les Tchikata. Ils s'habillent généralement différemment. Donc, en réalité, lorsque vous scrutez notre système de défense, vous dites qu'il n'y a jamais eu une volonté politique manifeste de construire une armée républicaine. Une armée républicaine pour sécuriser les Congos. Chaque chef d'État s'est construit de l'autre côté, bon, passez-moi l'expression, sa milice pour lui protéger d'éventuels coups d'État. Or, aujourd'hui, la question de l'armée, pour répondre maintenant à votre question, vous constatez que lorsque je plonge très loin, je remonte que la question du changement de nouvelles nominations, qui je salue, parce que l'armée, c'est là, la nomination des officiers, le changement des officiers est très importante, mais vous constatez qu'il y a quand même un problème profond qu'il faut toucher en termes de réforme de l'armée et de l'équipement de celle-ci. Bon, après, nous constatons et nous espérons que la réforme de l'armée va arriver. C'est une question très fondamentale pour la sécurité du pays, parce qu'un État en soi n'a que deux piliers essentiels pour lui permettre de se mettre debout et d'affronter les autres. D'une part, ce sont ses finances publiques. De l'autre part, c'est son armée. Vous ne savez pas faire de bonnes finances publiques lorsque vous n'avez pas un bon système de sécurité. Vous ne savez pas faire une armée forte lorsque vous n'avez pas de finances publiques saines. Donc, la réduction du train de vie de l'État reste l'élément moteur pour la transformation de notre société. Voilà, Maître Rodrigue. En parlant de l'armée, il y a aussi les combats qui ont repris depuis le week-end dernier entre le M23 et les FARDC. Bunagana est toujours entre les mains de ceux qui nous combattent. Pour vous, en fait, la solution, elle est militaire, elle est politique, elle est diplomatique, à votre avis? À ce jour, la solution reste militaire. La République démocratique du Congo doit prendre ses responsabilités et de se défendre elle-même. N'est pas compter sur les autres. Malheureusement, l'option que Félix Tshisekedi a prise, c'est de compter sur les autres. Parce qu'il comptait il n'y a pas longtemps sur l'armée kenyane qui a décidé de retirer ses officiers qui étaient ici. Il comptait sur l'Ouganda. Or, l'Ouganda, nous apprenons par certaines sources militaires qui nous disent que l'Ouganda a mis une colonne pour appuyer le M23. Ça veut dire la solution est militaire. Mais une solution militaire doit se préparer. Une solution militaire doit se préparer. Il faut outiller notre armée, il faut mettre de moyens à l'armée. Pas faire comme le font nos amis du régime qui mettent l'argent aux opérations militaires, mais ensuite les 70% de cet argent est détourné par le régime lui-même. C'est un rapport de la Commission défense et sécurité qui l'a rendu public ainsi. Donc, il faudrait un peu plus du sérieux. La solution est militaire. Le Congo doit se faire respecter de ses voisins. Pour se faire respecter, nous devons construire une armée républicaine. Mais ça doit être une question de consensus. Une question de consensus tant de la classe politique que de la société, que nous allons construire une armée républicaine pour éviter d'avoir une armée de l'autre côté et un président de la République puisse avoir sa propre milice pour sa sécurité. Il faut sécuriser les Congolais et la seule manière de le faire, c'est d'avoir une armée dissuasive. Tant que le Congo n'aura pas une armée dissuasive, nous serons toujours à la merci de nos voisins sur leurs intérêts ou leurs intentions expansionnistes. C'est légitime lorsqu'ils constatent qu'ils n'ont pas assez d'espace vital. Tout État veut s'élargir pour avoir des espaces vitaux. Mais c'est à vous de vous défendre, de démontrer à vos voisins que vous ne pouvez pas traverser vos frontières. Tant que le Congo sera vulnérable sur ce point, du point de vue de la défense, du point de vue de la sécurité, mais du point de vue aussi du renseignement, la situation ne changera pas. C'est une question de gouvernance et d'une vision. Mais malheureusement, aujourd'hui, les pays, ceux qui nous conduisent n'ont aucune vision. Les pays sont sous mode avion et les pays conduits sous forme pilotage automatique, il n'y a rien à attendre. Aujourd'hui, les problèmes, il faut le dire aux Congolais, que les problèmes s'appellent Félix Tshisekedi. Il prend de mauvaises décisions et ces décisions plombent le pays. C'est la seule personne qu'il faut écarter aux prochaines élections dans un court délai, à court délai en tout cas, pour que ceux qui ont une vision de la défense du pays, de notre sécurité, prennent le pays et transforment dans nos Congolais la sécurité qu'ils méritent.
Voilà, merci beaucoup Maître Odine. Nous arrivons à la deuxième partie de cette émission, celle à laquelle vous donnerez votre opinion par rapport aux questions de l'heure, juste en quelques lignes. Je sais que vous avez beaucoup à dire, alors en quelques mots, nous avons besoin de votre opinion par rapport aux questions de l'heure de la République démocratique du Congo. Mon opinion aujourd'hui, c'est de dire aux Congolais de quitter la complaisance et le fanatisme. À ceux qui nous dirigent, nous devons les imposer de l'exigence, les résultats, pas des justifications. Le Congo aujourd'hui est dans cet état parce que ceux qui nous gouvernent pensent que nous sommes fanatiques, pensent que nous sommes complaisants. J'invite les Congolais à plus de rigueur et à plus de courage et à beaucoup d'exigence. C'est ça mon opinion. Voilà, merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Maître Odine d'avoir répondu à notre invitation. Nous remercions également cet espace, le Baron, d'avoir accepté que nous puissions passer ce beau moment dans ce bon cadre d'où nous invitons tous ceux qui aiment prendre leur temps d'y passer aussi pendant leur week-end. Merci à vous tous. Je vous retrouve très prochainement dans un nouveau numéro de votre émission Mon Opinion. D'ici là, portez-vous bien.